Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de logiciels vulnérables, aussi appelés Vulnebin, avec Jean-Yann Boutin. Bonjour Jean-Yann. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Jean-Yann, on a déjà réalisé des épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr, mon nom est Jean-Yann Boutin. Je travaille chez i7 depuis maintenant une dizaine d'années. J'étais chercheur en logiciel malveillant pour plusieurs années. Maintenant, depuis peut-être 2 ans, je suis directeur du département de recherche chez i7. Alors, un Vulnebin, qu'est-ce que c'est ? Alors, un Vulnebin, c'est un logiciel qui est vulnérable à un exploit et qui est utilisé par un attaquant pour obtenir une invisibilité complète ou presque quasi parfaite sur un système qu'il a déjà compromis. Mais comment ça marche ? Ah, la bonne question. Donc, comment ça fonctionne exactement? En fait, ce qui arrive, c'est que lorsque l'attaquant a déjà accès au système, il va utiliser ce logiciel qui est vulnérable, il va l'amener, donc il va lui-même le mettre sur le système. Et c'est ce logiciel qui va être lancé à chaque fois que le système va, par exemple, redémarrer. Et ce logiciel va, à travers l'exploit, va déchiffrer les payloads qui sont, elles, malicieuses et vont exécuter les backdoors sur les systèmes. Donc, les Vulnebins sont utilisés par, bien sûr, des acteurs malveillants qui sont assez avancés. Donc, on parle ici d'APT qui utilisent justement ces Vulnebins-là pour rester le plus longtemps possible non détectés chez leur cible. Et la plupart du temps, ces Vulnebins sont utilisés à des fins de cyberespionnage. Et alors, ils sont utilisés pour quoi ? Pour faire de l'escalade de privilèges ou pour gérer la compromission ? Ils servent à quoi en fait ? Donc non, en fait, c'est exclusivement pour réussir à contourner les systèmes de détection qui sont déjà disponibles sur les réseaux. Donc bien sûr, ces Vulnebins, c'est celles que nous avons trouvées, qu'on va discuter un peu plus tard dans les campagnes qui ciblaient des institutions gouvernementales. Ces logiciels vulnérables étaient utilisés en fait uniquement pour justement cacher les payloads qui, elles, étaient malicieuses. Donc, la seule chose qui était détectable, si on veut, sur le réseau, était en fait ces logiciels qui étaient vulnérables à ces exploitations-là. Et on a vu des vieux binaires qui ont été utilisés, donc des binaires qui dataient de Windows XP, mais qui étaient bien sûr légitimes, mais qui étaient aussi crédibles. Donc, la plupart des systèmes de sécurité, par exemple, vont avoir confiance dans ces DL qui sont parfois signés même par Windows et en fait qui peuvent être abusés, qui peuvent être exploités par les attaquants pour justement cacher leurs différentes backdoors, leurs différents outils dont ils ont besoin pour mener à bien leur campagne de cyberespionnage. Mais ce sont des vieux binaires qui sont légitimes et qui sont déjà sur le système, ou ce sont des vieux binaires qui ne sont pas sur le système, qui sont remis dessus par l'attaquant, en sachant que comme c'était un binaire qui existait dans Windows XP, personne verra qu'il a remis ce truc-là, qui a une faille de sécurité dedans. Comment ça marche ? Exactement. Donc, c'est des binaires qui sont amenés par les attaquants, par le threat actor sur le système. Et c'est pour ça, nous, on fait que un peu le chaîne de pensée, c'est que c'est l'évolution des LOLBIN. Donc, c'est un peu de là que vient le nom aussi de Vulnebin, LOLBIN. Donc, bien sûr, maintenant, on connaît... Attendez, LOLBIN, c'est des binaires qui font rigoler ? Exactement, oui. Donc, Living Off the Land, c'est un terme qui a été, qui a été dit pour la première fois, je crois, en 2013 à DerbyCon, à une conférence de sécurité aux États-Unis. Et en fait, ce que ça consiste, c'est que les attaquants vont utiliser des LOLBIN pour justement mener à bien leur campagne en utilisant uniquement des logiciels qui sont légitimes, qui ne sont pas vulnérables, mais légitimes. Tu peux traduire en français LOLBIN ? Living off the land, comment on pourrait traduire ça en français ? Se nourrir sur la bête. Se nourrir sur la bête, c'est bon. Donc, utiliser des ressources qui sont déjà présentes sur le système.
pour justement parvenir à leur fin. Et donc, les lolbins, au départ, c'était une pratique qui était plus ou moins courante. Maintenant, tous les acteurs malveillants, que ce soit du crimeware ou du cyberespionnage, utilisent ces techniques-là pour justement mener à bien leur campagne et rendre les détections plus difficiles. Ça permet entre autres de faire ce qu'on appelle des fileless, donc des campagnes qui n'utilisent pas du tout de logiciels malveillants, qui vont utiliser uniquement des outils qui sont disponibles sur le système. Et donc ce qu'on a vu à travers les années, c'est les acteurs qui faisaient du cyberespionnage, mais aussi beaucoup les acteurs qui font du cybercrime, des ransomware et autres, qui utilisaient ces outils. Et on a vu à travers les années, certains de ces attaquants qui ont tenté d'amener eux-mêmes ces outils sur les systèmes qu'ils avaient déjà compromis, donc les lolbins dont ils avaient besoin pour mener à bien leur campagne. Donc ça, on a vu ça dans plusieurs campagnes et ça a été surnommé Bring Your Own Lolbin, qui est apporter vos propres lolbins. Et donc, nous, ce qu'on considère comme étant la suite logique de ça, c'est Bring Your Own Vulnbin, donc apporter vos propres vulnbins pour justement rester extrêmement difficile à détecter sur les systèmes. Et c'est une technique qu'on voit assez rarement, je dirais. Donc ça ne sera pas le modèle de menace qui s'applique à tous. Par contre, quand on parle de cyberespionnage, c'est le genre de technique qu'on voit assez régulièrement fait à travers les différents acteurs. Et c'est quoi l'intérêt d'exploiter une faille avec tous les problèmes que ça peut poser en termes de fiabilité, à moins que ce soit des codes d'exploitation fiables à 100%, mais il y a toujours un alignement planétaire qui fait que ça peut cracher, par rapport à utiliser un lolbin bien connu comme certutile.exe par exemple, ou un truc qui est 100% disponible sur toutes les versions Windows, 100% fiable et qui va juste télécharger et exécuter un programme par exemple. Quel est l'intérêt de passer à cette étape supplémentaire plus compliquée et potentiellement moins fiable ? Donc, les cas que nous avons documentés, c'est des logiciels qui étaient apportés sur le système et qui étaient qui étaient très fiables en fait, parce que l'exploitation qui était présente dans l'application nécessitait pas de très grands moyens de shellcode ou quoi que ce soit. Et en fait, l'avantage que ça procure, c'est que c'est extrêmement difficile à identifier. Par exemple, quand on parle de lolbin, c'est une technique qui est extrêmement connue maintenant. Il y a des listes de lolbin qui existent. Vous avez mentionné certutile. Les défendeurs savent exactement ce qu'ils doivent chercher sur les réseaux. Par exemple, si on a un NDR, on va probablement avoir des alertes sur les lolbins qui sont les plus connus. Par contre, au niveau des vulnbins, c'est quelque chose qui, selon nous, manque beaucoup de recherche. Donc c'est pas un sujet qui est très exploité. On sait que certains acteurs malveillants l'utilisent et on considère qu'en fait les défendeurs sont dans une position extrêmement précaire face à cette menace. Et c'est ce qui pousserait, selon nous, les acteurs malveillants à les utiliser, étant donné que, par exemple, si on utilise une vieille version d'une DLL de Windows XP, probablement que les solutions de sécurité qu'on utilise sont pas en mesure justement d'avoir une alerte sur une vieille version de DLL, comme par exemple elle est signée, elle est aussi très connue, donc elle a une bonne réputation. Du coup, tu peux donner un exemple de type de faille qui est exploité. En fait, la question, est-ce que c'est des zero day ou est-ce que c'est des failles connues qui ont été trouvées par exemple dans Windows 7, qui affectaient aussi Windows XP, mais qui n'ont jamais été corrigées dans Windows XP? Ou est-ce que c'est des failles connues, mais pour lesquelles il n'existe aucun exploit public? Quel est le niveau de sophistication de l'attaquant? Donc, c'est un peu des deux. Dans le cas qui nous intéresse, par exemple, en fait, ce qui nous a amené à faire toute cette recherche sur les vulnbins, c'est un acteur malveillant qui s'appelle Invisimal, qui ciblait des institutions en Europe de l'Est, surtout en Ukraine, en fait. Et eux, ils utilisaient énormément ces techniques-là. Donc, leur but, c'était lorsqu'ils avaient accès au système, ils utilisaient diverses méthodes pour justement lancer leur backdoor ou leur logiciel malveillant, peu importe, de façon la plus secrète possible. Et un exemple qui est probablement le plus facile à comprendre pour les auditeurs, c'était un logiciel qui pouvait en fait visionner des vidéos et il était vulnérable à un buffer overflow
dans le fichier de config. Et donc, ce que l'acteur malveillant faisait, c'est qu'ils avaient une tâche qui était lancée à chaque fois que le système redémarrait et qui lançait cette application. Et lorsque l'application lisait le fichier de config qui avait été amené par les attaquants, c'est le fichier de config en fait exploitait la vulnérabilité et lançait leur logiciel malveillant. Donc, ce qu'il faisait en premier lieu, c'est qu'il déchiffrait certaines clés de registre qui contenaient les logiciels malveillants et ensuite lançait le tout. Et bon, la backdoor pouvait ensuite se connecter au serveur qui était contrôlé par les attaquants et ensuite soit exécuter d'autres logiciels malveillants ou exfiltrer des données. Tout ce qui est nécessaire pour mener à bien une campagne de cyberespionnage. Et en fait, la seule chose qui était malicieux dans toute cette chaîne, c'était le fichier de configuration qui contenait le buffer overflow. Donc, c'est extrêmement compliqué pour la personne qui est responsable de la sécurité des réseaux de détecter une faille comme celle-là. Il faut par exemple regarder des logiciels qui sont très impopulaires par exemple. Donc c'est un exemple assez concret de comment ils utilisaient les von Bin. Ils ont différentes chaînes, on en a documenté 5 ou 6. Celle-là est la plus simple à comprendre, je dirais, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus sophistiquées, qui utilisent par exemple des DLL vulnérables de Windows XP et donc qui sont vulnérables à un peu la même chose. Donc par exemple, lorsqu'on lance la DLL, on peut passer plusieurs arguments et une de ces fonctions qui est exportée permet de en fait l'attaquant peut mettre un shellcode dans la ligne de commande et ce shellcode va être exécuté. Et donc, tout ce qui est malicieux sur le système, c'est en fait la ligne de commande qui contient le shellcode, qui lui va ensuite utiliser différentes API de Windows pour déchiffrer les contenus dans les registres. Et donc, ça rend la tâche de sécuriser le réseau extrêmement difficile, de détecter cette intrusion extrêmement difficile aussi. Mais pour les EDR, ça change quelque chose aussi ? Donc pour les EDR, c'est intéressant comme question parce que bien sûr, quand on pense à tous ces sujets, nous on fait la recherche, on regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé et ensuite on essaie de mieux comprendre comment on pourrait justement se prémunir face à de telles attaques. Et au niveau des EDR, clairement, il y a certaines règles qui existent qui pourraient être utilisées contre ces vuln-bin. Par contre, nous ce qu'on discute et ce qu'on voit, c'est que le sujet des vuln-bin n'est pas du tout discuté et au final, les défendeurs ne savent pas que cette technique pourrait être utilisée par des acteurs malveillants. Mais si on retourne au niveau des EDR, définitivement on pourrait penser à des règles comme voir par exemple, est-ce que j'ai sur mon système une version antérieure d'une DLL de Windows, donc c'est quelque chose qui pourrait permettre de détecter ce genre d'attaque. On a vu Invisimall utiliser des DLL qui étaient signés par Microsoft, donc qui sont définitivement légitimes. Par contre, Windows utilise un catalogue pour les signatures, donc il y a aussi moyen de savoir si cette signature est valide aussi pour un système qui utilise Windows 10 par exemple, alors que cette signature n'est valide uniquement pour Windows XP. Donc il existe certaines règles qui pourraient être utilisées justement pour les EDR pour déterminer qu'un système pourrait être compromis de cette façon-là. Après, la différence entre faille connue et faille inconnue, elle est importante aussi, parce que il y a des scanners de vulnérabilité qui sont capables d'identifier, ne serait-ce qu'avec le numéro de version de la DLL, de savoir que c'est une version qui correspond à une version vulnérable et de la remonter, alors que si tu exploites des failles inconnues, ou au moins sans CVE, là, tu peux même pas utiliser ton scanner de vulnérabilité traditionnel pour remonter tous les binaires vulnérables. Je suis tout à fait d'accord et en fait, c'est pour ça que je suis heureux de parler de ce sujet avec vous ce soir, c'est que nous on considère aussi qu'il y a peut-être un manque d'intérêt sur ce sujet des vieilles vulnérabilités. On a fait une présentation à RSA l'année dernière sur justement ce sujet et en fait on voulait peut-être, voir peut-être intéresser la communauté de chercheurs à ce sujet et aussi à peut-être
construire des ressources qui sont similaires à ce qui existe pour les lolbins. Si on va sur le web par exemple et qu'on google les lolbins, on a plusieurs ressources qui existent. On a des sites qui listent l'ensemble des lolbins qui peuvent être utilisés de façon malicieuse. Et pour les vulnbins, on pourrait avoir quelque chose de similaire où est-ce que lorsque on identifie par exemple des logiciels vulnérables, surtout ceux qui sont signés par Microsoft, parce que ça ajoute une couche de légitimité, d'avoir une liste de ces logiciels vulnérables, ça serait déjà un bon commencement. Ensuite, les défendeurs, ils peuvent utiliser des trucs comme les Windows Defender Application Control par exemple pour justement empêcher que ces DLL ou ces exécutables soient exécutés sur le système Windows ou à tout le moins empêcher leur exécution si une certaine version n'est pas atteinte. Donc c'est possible de déterminer, ok, en bas de la version 2 par exemple, je veux pas que cette DLL soit exécutée sur mon système. Mais donc ces ressources-là n'existent pas à ce moment-ci. Mais oui, je suis tout à fait d'accord que comme ils utilisent, nous ce qu'on a vu qu'ils utilisaient des one day, donc c'est beaucoup plus facile de se défendre lorsqu'on connaît justement le problème. Et est-ce que dans un EDR, tu pourrais créer une règle qui dit, voilà, si j'ai un exécutable qui a été récemment uploadé sur la machine, et qu'en plus, tu pondères cette règle en disant, si en plus cet exécutable est ancien, alors j'augmente le niveau de risque sur cette règle. C'est possible ça ? Oui, tout à fait. Et je pense que lorsqu'on parle d'EDR, une autre solution serait de justement savoir ce que certains processus font. Donc, si par exemple, on reprend le cas du lecteur de vidéo dont je parlais précédemment, si par exemple on voit des connexions réseau de ce processus-là, et clairement il y a quelque chose qui pourrait être qui pourrait nous laisser comprendre que un acteur malveillant est en train de faire une campagne de cyberespionnage sur nos réseaux. Donc oui, définitivement, il y a plusieurs règles qui pourraient être utilisées au niveau de l'EDR pour justement faire ça. Quelque chose qui est intéressant aussi, on parlait précédemment de pourquoi les attaquants utilisent par exemple des vieilles vulnérabilités, des vieilles vulnérabilités de Windows XP. Ce qui est important de se rappeler aussi, c'est qu'il y a beaucoup des mécanismes de sécurité qui n'existaient pas à cette époque. Et lorsqu'on amène une DLL sur Windows 10 par exemple, de Windows XP, des trucs comme l'ASLR ne seront pas mis par défaut et tout. Donc il y a un certain avantage aussi pour les cybercriminels d'utiliser ces vieilles versions. Alors, tu parles de cybercriminels, mais est-ce que finalement, ceux qui utilisent cette technique avec ces vieux binaires vulnérables, est-ce que ce ne sont pas ceux qui veulent être très discrets et très persistants, et donc plutôt des gouvernements, des espions, des gens comme ça? Vous avez une petite idée là-dessus chez vous? Tout à fait. Donc nous, les cas qu'on a documentés, les cas qu'on a lus dans la littérature aussi, étaient uniquement des cas de cyberespionnage. Ça, c'est clair. Par contre, ce qu'on voit régulièrement, c'est des techniques qui sont popularisées, si on veut, par des groupes de cyberespionnage qui ensuite, tranquillement, font leur chemin vers les groupes de cybercriminels. Donc, si c'est une technique, en fait, qui fonctionne bien pour, justement, rester longtemps invisible sur le réseau, certains groupes de cybercriminels pourraient récupérer les mêmes techniques aussi. Je suis un peu surpris qu'on puisse prendre un binaire Windows XP et le relancer sur un Windows 10. Enfin, je parle pas des points exe parce que ça c'est normal, mais je pense à un kernel 32.dll. Il me semble qu'entre-temps, la racine de signature n'est plus la même. Il y a des dates, d'expiration. Il y a peut-être des timestamps, des trucs comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un coup à jouer là-dessus? Est-ce qu'avec AppLocker ou les évolutions plus récentes, est-ce qu'on pourrait pas je sais plus comment ça s'appelle, la WDAC, est-ce qu'on pourrait pas dire tous les binaires qui ont été signés avec cette vieille clé Microsoft des années 90 ne sont plus valides sur le système? Définitivement, avec WDAC, c'est quelque chose qui serait possible. Nous, ce qu'on avait vu, par exemple, sur les vieilles DLL Windows XP qui avaient été utilisées dans les campagnes d'Invisimall, en fait, ils amenaient même les runs DLL 32 de WinXP parce que sinon, ça fonctionnait pas. Donc, il y a quand même beaucoup de vieux logiciels qu'ils doivent apporter sur le système pour justement rendre possible ces attaques-là. Donc, si effectivement on activement recherche ce type
d'attaque, définitivement qu'il existe plusieurs règles qu'on pourrait penser pour justement détecter ces intrusions. Quelque chose qui est intéressant qu'on n'a pas mentionné encore, je vous disais, c'est pour avoir une invisibilité parfaite et justement permettre aux attaquants d'utiliser ces vuln-bin pour déchiffrer les logiciels malveillants qui, eux, vont être utilisés pour mener à bien leur campagne de cyberespionnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent les API de Microsoft, de crypto, qui permettent en fait de chiffrer le contenu malveillant avec une clé qui est unique au système qu'ils infectent. Et à ce moment-là, ce que ça implique, c'est que c'est une réponse d'incident est nécessaire justement pour reconstruire les pièces du puzzle. Et on a eu d'ailleurs beaucoup de plaisir avec ce cas. Donc c'est une collaboration étroite avec les cibles pour justement récupérer non seulement les parties qui sont chiffrées, mais aussi avoir leur collaboration pour réussir à déchiffrer les différentes étapes de la chaîne. Et ça rend la recherche beaucoup plus longue et beaucoup plus soutenue de notre côté aussi, justement parce qu'on peut pas seulement récupérer les fichiers et tout faire de notre côté. Et comment est-ce que tu penses que ça va évoluer? Est-ce que tu penses que ça va être utilisé par les acteurs de ransomware, par exemple? Très bonne question. J'ai pas de boule de cristal à m'apporter malheureusement, mais je crois que dans le cas des ransomware, comme la tendance est surtout d'avoir accès au système et de déployer tout de suite les ransomware le plus rapidement possible, ils recherchent pas nécessairement l'invisibilité, donc ils recherchent pas de ne pas se faire détecter. En fait, le but, c'est justement de se rendre visible et de dire à la société qui a été frappée, vous nous devez une rançon pour récupérer vos logiciels. Donc pour le ransomware, je crois pas que c'est quelque chose qui pourrait être utile. Par contre, on pourrait penser à d'autres types de malware qui, eux, pourraient bénéficier de ces techniques. Par exemple, je sais pas, Emotet est de retour, hein. On pourrait penser, par exemple, si un spammer veut utiliser une machine le plus longtemps possible, c'était quelque chose qui pourrait être envisageable pour eux. Par contre, comme Nicolas l'a mentionné, le degré de sophistication est quand même beaucoup plus élevé. Lorsqu'on parle de logiciels vulnérables, on parle de beaucoup de choses qui peuvent justement peut-être moins bien aller. L'exploit peut fonctionner à tous les coups. Donc, ça prend quand même une volonté d'investir des ressources assez importantes pour justement obtenir cette invisibilité-là. Donc certaines campagnes de cybercriminels pourraient justement bénéficier, mais je crois pas qu'on va voir ça aussi présent dans les... Est-ce que cette technique de vieux binaire, elle est facilitée par les versions successives de Windows? Parce que finalement, on pourrait imaginer utiliser ça sur la même technique sur d'autres systèmes. Et ce qui se passe sur d'autres systèmes, souvent les bibliothèques, les binaires ne changent pas de nom. Ce qui est le cas plus souvent sur Windows. Parce que finalement, cette technique avec des vieux binaires vulnérables, ça pourrait marcher sur d'autres OS. Est-ce que tu l'as rencontré ailleurs? Non, nous on a vu uniquement sur Windows, mais oui, définitivement c'est quelque chose qui pourrait être reproduit sur n'importe quelle plateforme. En fait, le concept de vuln-bin s'applique sur tous les anciens logiciels qui seraient vulnérables qui contiendrait une faille qui pourrait ensuite être utilisée justement pour lancer n'importe quel logiciel malveillant. Donc oui, définitivement, on pourrait voir ça sur d'autres plateformes. Donc voilà, il faut chercher sous Linux quel binaire n'est plus utilisé, prendre une ancienne version dont on connaît une faille et hop, le tour est joué. Et c'est vraiment l'utilisation qui nous, on a vu, c'est vraiment un peu une étape. Donc c'est utilisé comme un point d'accès pour lancer la véritable backdoor ou la véritable... c'est la discrétion. Tout à fait. Alors, pour déraper sur un sujet un petit peu connexe, il y a aussi des logiciels vulnérables très intéressants qui sont les drivers, les pilotes en mode noyau. Tout à fait. Et c'est très utilisé dans le monde de la triche dans les jeux, puisqu'il y a plein de pilotes logiciels qui sont officiels, signés, enfin des pilotes de VirtualBox et autres, et qui permettent d'avoir des accès en lecture-écriture au noyau.
Est-ce que c'est des choses que vous voyez aussi, ou est-ce que c'est du pur userland, les vulnbins? Alors, on fait une distinction entre les drivers qui sont vulnérables et les vulnbins, parce que dans le fond, les drivers qui sont vulnérables, habituellement, l'objectif principal est justement, ultimement, d'avoir un droit administrateur sur la machine. La plupart du temps, ça va être un logiciel qui va exécuter en kernel et qui va ensuite injecter du code userland pour justement devenir administrateur sur le système. Et nous, on fait une distinction en fait pour les drivers qui sont vulnérables et les vulnbins qui sont utilisés pour avoir une invisibilité complète sur le réseau. Mais vous avez tout à fait raison de dire que les drivers vulnérables sont aussi très utilisés. On a vu pendant des années sur là un groupe de cyberespionnage qui utilisait un driver de VirtualBox pour justement obtenir plus de privilèges sur un système. C'est quelque chose qu'on voit encore. En fait, c'est intéressant. On a publié sur Wave Security, notre blog corporatif, un white paper sur les drivers vulnérables qui en fait justement des drivers qui sont utilisés pour obtenir plus de droits et d'installer différents trucs sur le système. Mais nous, c'est ça, on fait vraiment la distinction entre les deux. Ok, alors si on pousse le concept encore plus loin, il y a une autre catégorie dans laquelle on pourrait appeler des vulnbins en tordant un peu le concept, c'est le downgrade de firmware. Parce qu'il y a je pense par exemple aux consoles de jeux, mais ça peut être vrai aussi dans les imprimantes ou autres, ou même éventuellement sur des BIOS de PC, je ne sais pas si ça se fait, revenir à une version antérieure, connue pour être vulnérable, et ensuite exploiter cette faille pour, par exemple, aller rebondir sur le système d'exploitation ou avoir de la persistance au plus bas niveau de la machine ou ce genre de choses. Est-ce que ça rentre encore dans la catégorie des vulnbins, ou est-ce que le rollback de firmware c'est un peu trop tiré par les cheveux? Je ne sais pas si c'est tiré par les cheveux. Par contre, nous, on s'intéresse beaucoup aux rootkits UEFI et autres. On a plusieurs chercheurs qui s'intéressent beaucoup à ce sujet et qui ont découvert plusieurs acteurs malveillants qui utilisaient des implants au niveau du firmware pour justement avoir c'est une invisibilité, mais c'est aussi une persistance qui est inégalée, parce que lorsqu'on réussit, certains acteurs ont déjà réussi justement à réécrire sur vraiment la flash chip, donc la puce qui contient le firmware, et qui vont réussir à mettre par exemple un module malveillant directement sur cette puce. Et là, invisibilité, c'est définitivement gagné, parce que il n'y a pas beaucoup de solutions de sécurité qui sont en mesure de justement scanner cette puce. Certains le font, mais pas tous. Et après, je pense pour l'utilisateur lambda, la seule façon de nettoyer son système, c'est justement de réinstaller un nouveau firmware qui lui n'est pas compromis, et je dirais que ça rentre pas dans la définition stricte de vulnbin, mais c'est un concept intéressant, et un concept en fait qu'on a déjà vu certains acteurs qui sont très sophistiqués vont justement utiliser ce type de technique. Il y a eu un cas assez récent avec un firmware de système de BMS. Enfin, je crois que c'était un HPILO pour être précis, donc un système de management out of band de serveur en Iran qui a été compromis au niveau firmware, et ça c'est publiquement documenté. Je veux dire, on trouve des rapports sur internet. J'ai vu ce cas-là. Personnellement, j'ai travaillé sur un cas qui s'appelait Lojax, qui était à 3-4 ans, et qui, c'était des systèmes Windows, mais qui justement faisait quelque chose de similaire, où est-ce qu'ils utilisaient des attaques au niveau firmware pour justement avoir une persistance accrue sur un système. C'était notre épisode 215 de février 2019, sur lequel nous avons déjà eu l'occasion d'échanger ensemble. Voilà. Ok. Jean-Yann, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ?
Alors, comme je disais précédemment, c'est pas un modèle de menace qui s'applique à tous. Par contre, si notre organisation est susceptible d'être ciblée par des groupes qui font du cyberespionnage, c'est définitivement une technique qu'il faut garder en tête. On a déjà discuté des règles EDR. Je crois qu'il y a définitivement des moyens de se prémunir de ce type d'attaque. Et surtout d'être conscient que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, si on trouve par exemple un vieux logiciel qui traîne sur un système, c'est peut-être utilisé justement par des attaquants pour conserver un accès à la machine et tenter d'être le plus discret possible. Bon, eh bien, Jean-Yann, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.